Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau classement des pires ou des meilleurs gauchistes de la semaine. Et ces derniers jours, les efforts fournis par les potentiels candidats ont été tellement colossaux que j'ai décidé de faire exceptionnellement un top 10. Voilà, donc on va se régaler, je vais essayer de passer vite sur certains, mais enfin on va quand même s'amuser un petit peu parce qu'il y a de quoi faire vraiment cette semaine, c'était du très haut niveau. Je vous propose qu'on commence immédiatement par ceux qui auraient pu être dans ce top 10. Alors, à commencer par Thierry Bandudi, qu'on va appeler Thierry Bandy, c'est beaucoup plus simple. Alors, particularité qui a facilité pour moi le fait de ne pas le mettre dans le classement, même si franchement il aurait mérité, hein, clairement, c'est le fait qu'il s'agit d'un extra-européen, et vous savez, moi quand je parle des gauchistes, je me focalise sur les Européens autochtones, sur les Français autochtones. Bref. Alors, notre Thierry Bandy, qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, c'est exceptionnel. Le titre du Parisien dit tout, hein. Commémoration du 8 mai 1945, l'usurpation de Gerbes, mais Lagny-sur-Marne en émoi. Thierry Bandy, par ailleurs attaché parlementaire d'un député du Val d'Oise, alors c'est pas précisé, étrangement, dans l'article du Parisien, mais il s'agit de Carlos Bilongo, membre de la France Insoumise. Donc Thierry Bandy a diffusé sur les réseaux sociaux des photos de lui en train de déposer au pied du monument aux morts jeudi les fleurs apportées le matin même par le conseil municipal des enfants. Donc en fait, il s'est mis devant le monument aux morts, il a voulu faire une photo, et pour ça, il a piqué une gerbe de fleurs qui avait été déposée le matin même pour faire comme si c'était lui qui l'apportait. Le tout pour poster des photos où il parle bien sûr des tirailleurs, enfin bon, comme si ça avait... Bon bref, bon voilà, vous voyez un peu l'univers mental du type, mais la saloperie. Les gamins qui ont déposé leur gerbe de fleurs, lui il aurait pu acheter un petit truc symbolique, non, il va piquer pour remettre, c'est assez exceptionnel quand même. Donc bravo à lui pour ouvrir ce top 10 de la meilleure des manières. Autre personne qui aurait pu être dans ce classement, Maître Jacques Bouillat, qui est devenu avocat à 72 ans, nous apprend Ouest France, c'est à Lorient, avant tout pour défendre les étrangers. Le boomer ultime. Ça a été salué, bien entendu, par le service public France Inter, qui a consacré une chronique à cet homme. Voilà. Donc là, c'est quand même assez incroyable. Et sa première affaire, d'ailleurs, il a permis à son client, un Tunisien étranger, d'avoir sa peine de prison transformée en travaux d'intérêt général. Et il en était ravi, notre boomer avocat. Franchement, des spécimens comme ça, c'est pépite. Allez, les amis, maintenant qu'on est bien chaud, passons pour le classement avec la 10e place. En 10e position, on a un homme d'église, Monseigneur Fonlupt, archevêque d'Avignon. Alors pourquoi est-il dans ce classement? Ceux qui ont regardé ma vidéo publiée un peu plus tôt dans la semaine sur l'actu de la tiers-mondisation du pays le savent, parce qu'à Avignon, une église a été attaquée par un groupe de jeunes avec beaucoup de musulmans parmi eux, avec un prêtre qui s'est fait insulter, des Allahu Akbar qui ont été lancés, et puis la menace de revenir brûler l'église par ces jeunes. Alors, la réaction de l'évêque, et qui lui vaut donc cette 10e place, elle est incroyable. Alors déjà, on en a très peu parlé dans les médias. Un article de La Provence, un autre dans le Figaro. Imaginez si ça avait été dans un autre lieu de culte. Évidemment que là, il y aurait eu une réaction médiatique massive. Et donc là, Monseigneur Fonlupt, voilà le communiqué qu'il publie, bien obligé, parce qu'il y a quand même un petit peu de bruit qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment grâce à F2 Souche, mais enfin, je vous le redis, c'est extrêmement léger par rapport à ce que ça aurait dû être. Hein. Mais on est habitué à ce genre de truc, malheureusement. Et donc le communiqué, voici le titre, « Chercher ensemble des chemins de paix ». Bon, vous voyez déjà que... Est-ce que c'est à la hauteur de la situation? Je suis pas certain, mais bon, à la limite, pourquoi pas? Non. La chose la plus incroyable dans ce communiqué, c'est cette phrase. Pour autant, l'emballement médiatique ne fait que donner de l'ampleur à une situation qu'il importe de chercher à apaiser. L'emballement médiatique, il y a eu un article dans un média régional et dans le Figaro, et c'est tout. Donc de quoi il parle? Il n'y a pas d'emballement médiatique. En réalité, il veut empêcher que les médias en parlent plus de ce sujet. Alors pourquoi? Je ne sais pas, par esprit de contrition, par gauchisme, hein, tout simplement, par volonté de ne pas stigmatiser les musulmans. Et donc cet archevêque d'Avignon, il est à la 10e place de ce classement. En 9e position, on retrouve Raphaël Arnaud, député France Insoumise, porte-parole de la Jeune Garde, un mouvement radical qui n'hésite pas à agresser les patriotes, et même les macronistes d'ailleurs, hein, puisque pour eux, les macronistes sont déjà des fachos. Et il s'est illustré avec ce tweet, dans lequel il commente une sortie de Juliette Labriens, qui évoque la limitation du RSA à 2 ans, etc. Et Raphaël Arnaud, regardez ce qu'il écrit. Ses parents lui ont filé une entreprise à Juliette Briens, sans n'avoir jamais travaillé de sa vie. Elle a passé toutes ses études dans des écoles de bourgeois séparatistes,
puis l'ESSEC Business School à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, elle est payée à distiller la haine. Alors, là où c'est extraordinaire, c'est que moi, j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, alors moi, j'arrive quand même toujours à être naïf face aux gauchistes. Voilà, c'est ma bonne nature. Voilà, je suis comme ça. Je crois vraiment au fait que les gens ne peuvent pas être nocifs, ne peuvent pas mentir sciemment, etc. Et en fait, évidemment, je me suis trompé. Voilà, on a affaire à des gauchistes qui n'hésitent pas du tout à salir leurs opposants en racontant n'importe quoi, puisque Juliette Briens lui a répondu, parce que c'est elle la mieux placée pour savoir s'il raconte n'importe quoi ou pas. Voilà sa réponse. Mes parents m'ont filé une entreprise. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce bouffon? C'est totalement faux, je ne sais même pas d'où il sort un truc pareil. Je bosse depuis que j'ai 18 ans et je me suis fait financer mes études par les entreprises qui m'ont embauché en alternance. Donc il s'agissait d'un mensonge total. Le mec a inventé, il est parti dans un délire. On sait même pas pourquoi, comment. Est-ce que son cerveau, attaqué par le gauchisme, a fantasmé quelque chose? Est-ce qu'il avait pris de la drogue? Je sais pas. Franchement, c'est hyper étonnant. Mais voilà, quand on a des gauchistes comme Raphaël Arnaud qui accusent d'un air très sur d'eux des gens de droite, en réalité, il faut partir du principe qu'ils racontent n'importe quoi. En 8e position, on retrouve Éric Coquerel, là encore député France Insoumise, parti qui est fournisseur officiel de cette série des tops des gauchistes de la semaine. Alors pourquoi est-il présent? Alors je ne peux pas vous passer l'extrait pour des raisons de droit d'auteur, mais c'est quand même extraordinaire. Il est interrogé sur les rodéos, voilà. Vous savez, les rodéos avec toutes les racailles qui aiment bien faire des rodéos sauvages, etc. Et donc, pour Éric Coquerel, l'un des responsables des rodéos en France, c'est Tom Cruise. Voilà, c'est le film Mission Impossible. C'est ce qu'il nous dit dans cet extrait sur le plateau de TF1. C'est extraordinaire. Franchement, les gars, on a beau les détester, les gauchistes. On a beau les combattre, parce que ce sont des ennemis mortels de notre civilisation, du progrès, de la liberté, etc., etc. Ok. Mais malgré tout, franchement, ils ont une imagination qui est débordante. Entre notre ami Raphaël Arnaud, qui invente littéralement à Juliette Briens un truc qui n'a rien à voir avec sa vie, et puis lui, qui impute à Tom Cruise la responsabilité des rodéos en France, c'est quand même énorme. Alors, un petit mot quand même sur la responsabilité plutôt de la gauche, quand même, sur les rodéos. On parlera par exemple du film de Lola Kivoron, Rodéo, qui a été salué par la presse de gauche, etc., et qui romantise cette pratique-là. Bon alors, je pense pas que ni elle ni Tom Cruise sont responsables de tout ça. Je pense que c'est un phénomène porté par des populations qui vont pas trop au cinéma, en tout cas pas voir Lola Kivoron, ça c'est sûr. Mais à la limite, le romantisme de gauche quant au rodéo, il est bien plus fort que Tom Cruise qui fait des roues arrière dans les rues de Paris dans Mission Impossible, évidemment. Et puis, la gauche face au rodéo, n'oublions pas aussi, c'est cette sociologue du CNRS, bien entendu, qui expliquait sur le plateau de BFM, à propos des racailles qui faisaient des rodéos, ouvrez les guillemets, ce ne sont pas des voyous, ils s'ennuient. C'est West Side Story, là encore le cinéma. On fait des bêtises, ils ne savent même pas que c'est interdit. Fin de citation, voilà ce que c'est la gauche face au rodéo. C'est à la fois laxisme, compréhension, romantisation, et alors... quand il faut quand même s'expliquer sur les conséquences négatives de tout ça, là, tout d'un coup, c'est la faute de Mission Impossible. Magnifique. En 7e position, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, elle aussi très souvent présente dans ce classement, qui nous a fait de petites sorties sympathiques. Donc Marine Tondelier qui a d'abord tweeté à propos du harcèlement des joggeuses. Vous savez, ces filles qui font des footings et puis qui se font harceler pendant leurs courses, voire même pire, violer d'ailleurs. Et donc Marine Tondelier nous dit « 61% des femmes évitent de courir à des heures tardives et 60% préviennent systématiquement un proche avant de partir. En tant que coureuse, je suis horrifiée mais pas surprise par cet article. » Évidemment, c'est une vraie problématique, bien entendu, mais comme souvent, la gauche ne comprend rien au réel. Là, en l'occurrence, il y a un vrai problème, mais comme toujours, la gauche est incapable d'apporter une solution à des problématiques comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de voir le réel. Là, le grand non-dit de ce tweet, c'est le profil des gens qui harcèlent des joggeuses ou qui vont jusqu'à les violer. Quand on s'intéresse aux délinquants, aux criminels qui gâchent la vie des femmes, que ce soit d'ailleurs pendant leurs courses ou même dans la rue, eh bien on se rend compte que ça rentre en contradiction avec un dogme de la gauche qui est l'immigrationnisme. Donc finalement, Marine Tondelier nous fait une publication là, mais sans rien dire, parce que si elle allait au bout du bout, elle deviendrait de droite. Donc c'est pas possible, donc on en reste à des généralités banales, sans solution possible.
Et puis, elle s'est aussi illustrée cette semaine à propos d'Emmanuel Macron et de sa prestation insipide sur TF1. Alors, il avait annoncé des référendums, et puis finalement, bon, pas du tout, en écartant notamment celui sur l'immigration. Et ça a soulagé Marine Tondelier. « Je n'ai rien appris, nous dit-elle, mais je suis soulagée. On a échappé à un référendum sur l'immigration. » C'est vrai que ça aurait été dommage de donner la parole aux Français, ça aurait été dommage de les écouter et d'appliquer les solutions qu'ils demandent. Ça aurait peut-être permis quand même aux joggeuses qui se font harceler pendant leur course d'être un petit peu plus tranquilles et de ne pas avoir besoin de prévenir un proche avant de partir. Mais vous voyez, incapacité totale de la gauche à saisir l'enjeu migratoire, c'est vraiment fascinant. En 6e position, on retrouve Alma Dufour, encore et toujours une députée France Insoumise, qui s'est illustrée. Alors, écoutez-la, elle est face à des employés de Renault. On écoute un extrait de son discours et on commente. Ils vous mentent, ils utilisent l'argent des Français pour licencier et faire des stratégies industrielles qui vont faire fermer toutes les usines automobiles Renault de France. Il n'y a pas que Cléon. Dans 10 ans, il n'y a plus une usine automobile en France si on ne se réveille pas. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. C'est un culot monstrueux. Enfin, je veux dire, les gauchistes n'ont honte de rien. Voilà, bravo à eux, franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Donc, elle est là, Alma Dufour, à regretter qu'on aille vers la fin des usines automobiles en France, qui serait une catastrophe, nous dit-elle, en tout cas devant les employés de Renault. Sauf que, est-ce que les mecs se foutraient pas un peu de la gueule du monde quand même? La France Insoumise, je rappelle quand même un élément du programme, hein, permettre à chacun d'utiliser moins la voiture pour se déplacer. Pareil, la vision de l'automobile par la France Insoumise, qui est relevée ici par l'Argus, c'est le développement du covoiturage, l'autopartage, les transports publics, etc., etc. Mais malgré tout, ils vont se plaindre que les usines automobiles ferment. Magnifique, bravo les gauchistes, franchement, on ne peut qu'applaudir. Ça nous rappelle Clémence Guettet, qui était aux côtés des employés de l'aéroport d'Orly, parce que Air France avait décidé d'abandonner cet aéroport pour aller vers Charles de Gaulle. Et du coup, elle n'était pas contente. Mais je comprends pas. Les types veulent plus d'avions, plus de voitures, mais ils vont gueuler contre les conséquences de leur politique. Il y a un problème mental, ou alors il y a une position machiavélique absolument dégueulasse. Voilà, je vous laisse juger. Bon, moi, je pense que toujours la même question. Est-ce que c'est bêtise? Est-ce que c'est mensonge vicieux? Franchement, c'est pas évident. Je pense vraiment que ce sont des salauds. Voilà, vraiment, hein, je le pense. Mais ça n'exclut pas la bêtise par ailleurs. Peut-être qu'ils ont des compartiments dans le cerveau qui s'activent selon les personnes qu'ils ont en face d'eux, mais le double discours est tout simplement extraordinaire. Allez les amis, avant de passer aux 5 premières places, un petit mot pour les partenaires Sunrise, très rapide. D'abord Idéochoc, que vous connaissez bien, une plateforme de podcast en ligne qui résume, qui condense le meilleur d'ouvrages essentiels pour se forger une culture historique, philosophique, politique. Franchement, nos amis de la France Insoumise, ils pourraient peut-être se brancher sur Idéochoc, ça leur ferait du bien à mon avis. Mais après, on n'aurait plus de quoi faire ce top 5, ou ce top 10 en l'occurrence. Donc non, finalement, n'allez pas sur Idéochoc, restez bien cons les amis. Par contre, pour tous ceux qui veulent évoluer, Idéochoc c'est vraiment une plateforme qui est super intéressante. Vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages, vous avez un nouveau site en plus qui est tout neuf, tout propre, qui est très bien réalisé. Et donc vous avez des résumés, mais vraiment de très grande qualité. Franchement, je vous encourage vivement. En plus, vous pouvez tester il y a 14 jours sans engagement, avec le code promo Sunrise, bien entendu. Mais vous avez des livres qui sont vraiment énormes et vous avez des résumés de très grande qualité, format audio, 25 minutes, et puis au format texte également. Et puis, autre partenaire Sunrise, la nouvelle librairie qui est à la fois une librairie en ligne et une maison d'édition qui publie notamment Le racisme anti-blanc de François Bousquet. Je vous invite vraiment à consulter la liste des livres qui sont disponibles. C'est vraiment top. Il y en a pour tous les goûts. Et là encore, vous avez le code promo Sunrise. Donc, vous n'avez plus qu'à visiter ce site et à aller sur Idéochoc. Merci les amis. Et puis, on se retrouve immédiatement avec la 5e place. En 5e position, on retrouve un streamer de gauche, c'est-à-dire quelqu'un qui discute sur la plateforme Twitch, entre autres, en direct, dans des émissions un petit peu longues, sur l'actualité, etc., qui donne son avis de gauche. Et il s'agit, en l'occurrence, de la personne que vous voyez à droite sur l'image, Chris, qui est membre de l'équipe Pas du Team. Bon, voilà, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais enfin, c'est pas hyper intéressant sur le fond. Et cette personne qui est aussi membre de la revue en ligne de gauche Position. Voilà, et cette personne, eh bien, elle s'est illustrée de belle manière, doublement,
cette semaine. Alors il s'agit de gens qui ont une certaine audience, c'est quand même relativement confidentiel, mais à gauche, chez les jeunes notamment qui sont très portés sur les contenus internet, ça a quand même une audience, on va dire, relativement importante. Et on va écouter ce qu'il nous dit, alors d'abord sur F de souche, vous allez voir, il est très énervé Chris. Surtout on fait rien, parce que F de souche sont des mange-merde, voilà, ils sont très excités par les pieds, mais ils ont raison parce que c'est par là qu'on va les pendre. Mais ils sont très excités par les pieds, je sais pas ce qu'il veut dire, clairement, bon, très bizarre. Mais il conclut, c'est par là qu'on va les pendre. Qu'on va les pendre. C'est quelqu'un qui n'hésite pas clairement à promettre la violence contre les gens de F de souche. C'est assez étonnant. Alors, sachant qu'en plus, bon, il a un physique, je suis pas certain qu'on puisse promettre la violence à des gens comme ça, alors que, bon, je sais pas, ça le fait pas. Voilà, moi j'aurais du mal à la place de ces gauchistes, souvent quand même taillés, c'est un peu des physiques pas faciles quoi. Mais malgré tout, ils ont l'air extrêmement durs, extrêmement virils quand ils parlent, ils n'hésitent pas voilà, à être extrêmement virulents, voire violents. Je sais pas les gars, un peu de modestie, un peu d'humilité. Bon, mais il ne s'est pas arrêté là, ce fameux Chris, puisque écoutez ce qu'il dit à propos du 7 octobre. Alors pour remettre un peu de contexte, il s'oppose à une autre équipe de streamers, la Zawa Prod, qui est dans la tourmente en ce moment, je vais pas m'étaler là-dessus, et ils font un peu le concours de celui qui est le plus à gauche. Bon. Et notre ami Chris, à droite de l'écran, eh bien lui, il est persuadé d'être le plus radical, et effectivement, il se vante même d'avoir fait une petite apologie du terrorisme. C'est parti. Que nous, on a découvert, Fanon, ou le sionisme, ou l'antisionisme, il y a 2 mois. Ça, c'est encore bidon. Ouais. Ça, c'est encore bidon. Moi, j'invite tout le monde à regarder les tweets de Wissam le 7 octobre, et puis les tweets de mon compte Position Revue le 7 octobre. Et il y en a un qui soutient le Hamas, et qui commence déjà à dénoncer l'argument du terrorisme, ouais, et qui s'est fait dénoncer à Pharos. Et puis il y en a un qui a les doigts en sueur, et qui dit... Sandrine Rousseau est courageuse quand même parce qu'elle a tenu une position, même si c'était une position sioniste. Donc, ce fameux Chris, il nous dit « Allez voir les tweets que j'ai publiés le 7 octobre ». Eh bien, voici en l'occurrence le tweet, le jour même du 7 octobre, alors qu'on sait déjà qu'il s'agit d'actes innommables, de civils tués en pleine rue de sang-froid, de femmes violées, de femmes enlevées, etc. etc. Donc, l'abomination totale. Mais Chris, lui, il est très content, et encore aujourd'hui, il est très fier de ses tweets. On va lire. « Il n'y a aucun terroriste en Palestine. Ce sont des résistants. Soutien inconditionnel au peuple palestinien dans sa quête de dignité et de liberté. » Ah bah ouais, ça s'appelle une apologie du terrorisme. Voilà. Alors moi, je vais être très clair là-dessus, je suis contre la censure. Voilà. Je pense qu'il faut que les gauchistes s'expriment librement, sans craindre des répercussions judiciaires, enfin jusqu'à un certain point bien sûr, parce que quand il s'agit d'appeler à la violence, etc., là c'est différent. Mais là en l'occurrence, je veux qu'on sache exactement ce qu'ils pensent. Ils sont totalement en soutien d'actes innommables, indéfendables pour quiconque ayant une once d'humanité. Hein. Normalement c'est le camp de l'humanité et du bien, enfin bon bref, ça c'est du pipeau évidemment. Et ils s'en vantent toujours aujourd'hui en disant « Oui, regardez, c'est moi le plus radical. » Compliqué quand même. Compliqué. Donc, ce fameux Chris, franchement, eh bien, il mérite largement une 5e place dans ce top 10. À noter que toutes ces questions de gauche, Internet, etc., que ce soit Pas du Team, Zawa Prod, il parlait de Wissam, il y a aussi Dany Raz, etc. Tout ça, ça vous paraît sans doute un monde un petit peu obscur. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que je rejoins Frontières Plus, l'aventure Frontières Plus. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à Frontières, parce qu'en plus du magazine papier, vous avez accès à la plateforme Frontières Plus. Donc je vous invite à vous abonner. Et sur Frontières Plus, eh bien justement, j'étudierai de manière approfondie, franchement, ça va être une plongée dans les égouts de la gauche, je vais étudier tout ce petit milieu Internet-là, mais aussi des figures quand même plus grand public, pour faire une dissection des gauchistes, et vous allez voir, ça va être assez énorme. Et je peux vous dire que la première personne que je vais étudier, elle gravite dans ce petit microcosme, et vous allez voir, c'est édifiant. Je vous en dis pas plus, et puis bah, les amis, on est parti pour la 4e place. En 4e position, on retrouve un nouveau député France Insoumise, Thomas Porte. Thomas Porte qu'on voit ici en photo. Il y a quelques années, il était avec la tête du ministre du Travail de l'époque. C'était au moment de la manif contre la réforme des retraites. La tête coupée d'Olivier Dussopt sous ses pieds. Nike, anticapitalisme, on connaît la musique par cœur, c'est toujours sympa de le relever. Et Thomas Porte, il est dans le classement cette semaine parce qu'il a un rapport compliqué avec la police. On va revenir un peu en arrière. Voici
un de ses tweets à propos de l'affaire Naël, qui déclare qu'il est temps de refaire de la police une institution républicaine. Donc la police n'est pas républicaine selon lui. Ensuite, un autre. La police est gangrénée par les violences policières systémiques. Systémiques. Au sein de la police. Ok. Un autre, encore plus clair. La police tue, c'est une réalité. Et avec, pour conclure, ces mots prononcés par Thomas Porte, on l'écoute. La police tue dans ce pays. Donc vous voyez, Thomas Porte, il n'a pas de mots assez durs pour dénoncer la police française. Et pourtant, parce qu'il reçoit des menaces, eh bien, il a été demandé une protection policière qu'il a obtenue. Celui qui est si hostile aux policiers, aux gendarmes, etc., eh bien, il est désormais sous protection policière. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Nos gauchistes nous étonneront toujours, et cette inconséquence, elle est tout simplement fabuleuse. En troisième position, on retrouve l'Humanité, le média communiste. Hein. Communiste, bon. Communiste en 2025, vous connaissez la musique, mais franchement, c'est hallucinant quand on y pense. Bref, l'Humanité, elle est là pour cette une absolument exceptionnelle. C'est du grand art. Cette semaine, il y a vraiment du gros niveau. Hein. Comment la gauche change la ville. Donc voilà, dans le cerveau des gauchistes, quel est l'impact de la gauche pour les villes françaises. Une ville où finalement il fait très bon vivre. Alors, il y a une belle diversité ethnico-religieuse, tout est propre, les transports sont gratuits, vous voyez là, le dessin est incroyable. Alors, il y a quand même, déjà, petit détail, purement technique, purement de forme, mais regardez un petit peu la manière dont les Africains sont représentés. On est à deux doigts de la caricature raciste quand même. Hein. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres. Ouais, voilà, il y a quand même une caricature un petit peu spéciale. Bon. Mais passons, parce qu'on imagine bien que ça a été fait au nom de l'humanité, justement, hein, c'est dans le titre, au nom du bien, et donc il n'y a pas de problème de racisme finalement dans ces cas-là. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que vous entrez dans l'univers mental des gauchistes qui est complètement déconnecté du réel. Là, c'est clinique, hein. Je pense que là, on n'est même pas dans la saloperie vicieuse. Je pense que vraiment, premier degré, il y a plein de gauchistes qui croient vraiment que les villes de gauche, c'est comme ça, quoi. Bon. Alors, moi, je me suis fendu d'une petite réponse quand même. Hein. Pour découvrir l'impact réel de la gauche sur les villes françaises, j'ai tourné 2 vidéos, une à Clermont-Ferrand, l'autre à Rennes. Et on est quand même très loin des fantasmes de l'humanité. C'est plutôt délinquance, saleté, ultra-violence, ensauvagement. Voilà, bon, il y a un moment où... C'est pas cette image d'Épinal, quoi. Genre, les bobos qui sont sur les toits à récolter des tomates. Mais franchement, en plus, il y a une déconnexion du réel à tous les niveaux. Parce que même, c'est pas comme ça qu'on nourrit une ville, en fait. C'est pas avec des jardins partagés en haut des toits. Bref, c'est la folie furieuse. Enfin, franchement, c'est enfantin, quoi. Enfantin. Alors, on notera quand même au passage aussi que les seuls signes religieux visibles, ce sont les voiles. Voilà. Il n'y a pas d'église hein, dans cette ville-là. Par contre, vraisemblablement, il y a des mosquées. En tout cas, il y a plein de musulmans qui sont là, qui sont accueillis par le maire. Voilà, qui ouvre grand les bras à la diversité. Alors, il y a eu plein de réactions très drôles là-dessus, donc on a plein de gens qui ont refait cette une de l'humanité avec des images un petit peu plus réalistes. Voilà, quand la gauche change la ville, tramway en panne, la catastrophe partout, c'est sale, etc. Ça, c'est vraiment plus ça. Pareil, autre image beaucoup plus réaliste. Mais franchement, mais je sais même pas comment c'est possible de pas comprendre que c'est du grand n'importe quoi, cette une. Pour conclure, sur l'humanité, rappelons un chiffre assez conséquent, ma foi, 6,5 millions d'euros d'aide à la presse. Donc l'humanité est payée par l'argent public, est payée par nos impôts pour produire ce genre de choses. Mais au moins, ça nous aura fait rire, donc pourquoi pas ? En deuxième position, on a Antoine Léaumont pour une très très belle performance. Cette semaine, le député France Insoumise. Alors, on commence d'abord avec une conférence qui a eu lieu il y a quelques jours à Nantes pour parler insécurité. Voilà, alors, quand la gauche parle d'insécurité à Nantes, c'est quand même... bon, faut y aller avec beaucoup de précautions de leur part parce que c'est eux qui tiennent la ville. Voilà, on en revient à la une de l'humanité. Et bon, bah, l'ensauvagement dans la ville de Nantes est évident pour quiconque sait un petit peu ce qui se passe là-bas, et c'est pareil pour Rennes, etc. Mais bon, voilà, c'est quand même culotté déjà d'aller faire une conférence là-dessus. Bon. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a des membres du collectif Némésis de la section locale qui sont allés sur place et qui ont assisté à la conférence. Et voilà un petit extrait de leur compte-rendu le soir même. Il y a eu des questions à la fin, et une de nos militantes a pu poser la question. Aussi à la statistique que vous avez donnée, et moi, à mes expériences personnelles, toutes mes copines quasiment ont été agressées dans les rues de Nantes.
y compris les agressions sexuelles. Comment on fait en fait si aujourd'hui on réduit des effectifs de police, si on supprime des caméras, quelle solution on peut apporter dès demain à mettre en place pour empêcher ces agressions sexuelles de survenir dans les rues de Nantes. Il y a des gens qui se ramènent en disant on met plein de policiers dans les rues, sauf que ça a une moindre efficacité pour le taux de résolution des enquêtes, notamment sur la question des homicides. Est-ce que ça fait baisser l'insécurité d'avoir des caméras de vidéosurveillance? Non, à part dans les parkings, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et surtout, en fait, le gros effet de dépenser de l'argent dans les caméras de vidéosurveillance, c'est qu'on ne le dépense pas ailleurs. Et notamment pas dans soit des moyens humains, soit des moyens de prévention. Et c'est surtout ça, nous, qu'on essaye de faire, c'est éviter que les gens commettent des actes criminels et délictuels. Et puis je laisserai Alors, un mot quand même là-dessus, ce que dit Antoine Léaumont est juste complètement faux. Bien entendu que quand il y a des effectifs de police sur des points stratégiques où on sait qu'il y a beaucoup d'actes de délinquance, de criminalité, etc., bien entendu qu'il y a moins de ces actes répréhensibles. Enfin, c'est une évidence absolue. Quelqu'un qui s'apprête à commettre un crime, bon, s'il voit des policiers pas loin ou s'il sait qu'il y a des policiers qui sont prêts à intervenir pas loin, évidemment qu'il va avoir beaucoup moins la tentation de le faire. Donc, bon. Pareil pour les caméras de surveillance. D'ailleurs, les maires de gauche, je prenais l'exemple de Rennes ou de Clermont-Ferrand, dans mon tour de la France enrichie par l'immigration, même les maires de gauche sont obligés de mettre des effectifs de police, des caméras de surveillance, etc. parce que ça fonctionne, contrairement à ce qu'ils racontent. Donc déjà, ça c'est un mensonge incroyable. Bon, on continue. Et Ségolène Agneau a répondu que pour les viols qui arrivaient dans les rues, il fallait tout simplement éduquer les violeurs. Là, on va avoir la parole d'une personnalité qui était à côté d'Antoine Léaumont, mais on les met un peu dans le même sac pour ce top 10. Si ça ne passe pas par l'éducation, par quoi ça peut passer? Évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. D'autant plus que, manifestement, porter plainte, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, à part l'éducation, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est vraiment la gauche. Ce sont des gens qui sont incapables de concevoir que la répression, que la dissuasion puisse fonctionner. Pour eux, il n'y a que l'éducation. Voilà, c'est vraiment... bon, c'est maladie mentale, là, hein, clairement. Alors, Antoine Léaumont ne s'est pas arrêté là, puisqu'on a un autre extrait qui a été publié il y a quelques heures par des membres de la section nantaise. On écoute. Je pense que c'est très important qu'on parle des questions de sécurité et de sûreté, en particulier à gauche, et qu'on montre qui sont les gens qui sont victimes réellement de l'insécurité. Alors là, c'est assez incroyable parce que, pour avoir échangé avec des militantes qui étaient sur place, vraiment, il n'a pas évoqué les vraies personnes qui vivent l'insécurité, c'est-à-dire en l'occurrence là les Nantais et les Nantaises, et a plutôt parlé de plein d'autres choses comme par exemple les racisés. En fait c'était une conférence, c'est vraiment exceptionnel. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon on va passer beaucoup trop de temps, mais il a fait une conférence sur les racisés face à la police. Voilà, c'est quand même costaud de focaliser là-dessus dans la ville de Nantes. Hein. Simplement en disant que ces enfants ne vont pas pouvoir, quand ils vont aller à l'école, se faire contrôler par la police, qu'on leur demande leurs papiers, ou bien qu'on va se dire que son gamin va se faire tuer parce qu'il y a un policier qui va être trop raciste. Trop raciste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que l'être humain en face de soi n'est pas un être humain. Bon, j'arrête là, vous avez compris l'idée, c'est tout simplement lunaire, mais c'est normal en fait. La gauche, elle ne peut pas prendre à bras-le-corps la question de la sécurité parce que ça l'obligerait à critiquer l'immigration, parce que ça l'obligerait à parler du profil récurrent des gens qui commettent des incivilités, des crimes, des délits, etc. Et donc, quand ils font une confusion à la sécurité, ils finissent par parler des racisés face à la police. Franchement, c'est de la folie furieuse. Alors, notre ami Antoine Léaumont, il était aussi très chaud cette semaine parce qu'il a convoqué le milliardaire Pierre-Édouard Stérin pour une commission d'enquête parlementaire pour parler des ingérences de ce milliardaire dans la vie politique française par le biais d'une structure qui vise à soutenir les initiatives de droite, etc. etc. Et Pierre-Édouard Stérin ne s'est pas rendu à la convocation, ce qui n'a pas plu à Antoine Léaumont. Voilà un de ses tweets sur la question. Si un homme peut décider d'utiliser son argent pour influencer les élections, alors nous sortons du cadre légal défini par la loi. Et c'est là toute la question qui est posée devant cette commission d'enquête. Voilà pourquoi il doit se présenter devant cette commission. Alors, là, c'est quand même d'une mauvaise foi, d'une bassesse sans nom. Là, on n'est clairement pas dans la bêtise, il sait parfaitement ce qu'il fait, c'est une manipulation politique idéologique de sa part, parce qu'on va pas me faire croire qu'il n'y a que des gens de droite qui utilisent leur argent pour diffuser leurs idées et pour essayer, toujours dans les limites de la loi, parce qu'il ne s'agit pas de soudoyer un tel ou un tel, etc. Il s'agit juste de soutenir des initiatives qui vont dans son sens. Alors, on va pas me faire croire qu'il n'y a que des gens de droite qui font ça. Au contraire, j'ai envie de dire que c'est une petite minorité. On pourrait quand même parler de l'influence
des hommes richissimes qui ont soutenu la gauche. On peut penser par exemple à Feu Pierre Berger, qui a continuellement soutenu les initiatives de gauche, notamment par des médias. On peut parler de George Soros, via son Open Society Foundations. Mais là, notre ami Antoine Léaumont, il s'interroge pas trop. Quand on a ici Olivier Legrain, le millionnaire qui organise des dîners et qui pousse François Ruffin et la gauche, qui a organisé la primaire de la gauche il y a quelques années, etc., est-ce qu'il va être convoqué par Antoine Léaumont? Alors que là, pour le coup, il y a les deux mains dans le cambouis de la politique. Hein. Bon, Mathieu Pigasse, je veux mettre les médias que je contrôle dans ce combat pour la gauche, au service d'une conception ouverte du monde progressiste. Quand il dit progressiste, il faut entendre gauchiste. Est-ce que Mathieu Pigasse va être convoqué par Antoine Léaumont? Alors que là, il y a un aveu clair, net et précis, avec un pouvoir médiatique et financier très important. Mais Antoine Léaumont, évidemment qu'il ne va pas convoquer ces hommes-là. Donc c'est d'une partialité, les amis. Waouh, c'est d'un autre niveau. Hein. Franchement, les mecs osent tout. Voilà. Antoine Léaumont, c'est un sacré vicieux quand même. Hein. Allez, pour conclure sur sa belle semaine, il a évidemment adoré le sketch de Merwan Benlazar. D'ailleurs, qu'il orthographie Benlatar. C'est entre mi-Bellatar, mi-Benlazar. Il a adoré ça. Voilà. Les racistes ont rarement été aussi ridiculisés que dans ce sketch magnifique, nous dit-il. Franchement, mais... n'importe quoi. Alors je parle de ce sketch qui n'en est pas en fait, c'est pas un sketch en réalité. Dans une vidéo dédiée sur ma chaîne, je vous invite grandement à aller la voir, je pense qu'elle est essentielle, à la voir et à la diffuser au maximum. D'ailleurs j'en profite les amis, l'algorithme YouTube est pas de mon côté en ce moment, donc allez-y, du like, du commentaire, c'est hyper important pour le référencement, il faut diffuser cette vidéo du top 10 des gauchistes de la semaine, mais aussi les autres vidéos que j'ai produites récemment parce que il faut se battre contre l'algorithme. Mais en tout cas, c'est pas un sketch, c'est une déclaration de rupture ethnique avec les Français autochtones. Et évidemment, qu'Antoine Léaumont, il adore parce que même si ça sera le cocu à la fin, eh bien ça permet de détruire la France. Et c'est tout ce qu'il veut, ce petit Antoine Léaumont. Juste un mot avant de passer à la première place de ce classement. Pour ceux qui veulent soutenir mon travail, vous avez la possibilité via ma page Tipeee, dont vous avez le lien en description, bien de rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, des vidéos privées, un groupe Telegram dédié, etc. Je vous encourage vivement à le faire, d'autant plus que j'en ai besoin en ce moment. J'ai lancé un appel au soutien. L'idéal serait d'arriver à 300 tipeurs d'ici la fin du mois. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous appréciez ce que je fais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avance et on est parti pour la première place. Et en première place cette semaine, c'est le retour du roi, vous l'attendiez tous, Mathieu Slama, le pire ou le meilleur gauchiste de l'année 2024, qui s'était fait un petit peu discret, enfin légèrement discret ces dernières semaines, mais là il est revenu très en forme. Alors d'abord avec une prise de position sur le RSA, on va l'écouter. La fin du RSA au bout de 2 ans, comme si, en parlant de l'assistanat, comme si avoir le RSA, c'était être assisté, comme si on pouvait vivre avec le RSA. Hein. Je rappelle que c'est quand même un revenu de subsistance, hein, absolument pas de survie, et absolument on peut pas vivre bien avec le RSA. Donc évidemment, Mathieu Slama, il défend ceux qui sont au RSA. Bien entendu, Mathieu Slama, il va pas se mettre à faire l'éloge du travail, de la production de richesse, etc. On se souvient il y a quelques semaines qu'il était au contraire contre la sanctification du travail, ce qui n'est pas étonnant. La création de richesse par Mathieu Slama ne doit pas être exceptionnelle. Hein. Donc il se range du côté des parasites, mais c'est normal, c'est la gauche. Mathieu Slama, gauchiste chimiquement pur, il est dans son rôle, et c'est la boussole qu'indique le Sud. Hein. On rappelle quand même que les gens au RSA, si, sont des assistés quand même, hein, clairement. C'est la définition stricte du terme quand même. Et puis le RSA, on ne survit pas au RSA, on vit. Alors je lui accorde, on vit peut-être pas de manière princière, mais on a plein d'avantages en fait à côté quand on est au RSA. Tout ça, c'est permis par le travail des actifs. C'est Nicolas qui paie, c'est pas Mathieu à mon avis. Hein. Donc tout ça, c'est assez énorme. Mais c'est la gauche. Rappelons qu'en France, on aurait bien besoin de vaporiser énormément de ces prestations sociales qui sont en train de ruiner notre pays. Mais ça, c'est pas le problème de Mathieu Slama, évidemment. Alors, notre héros, il s'est illustré également sur le référendum. Alors les amis, je vous laisse la parole. Il est contre le référendum, évidemment, hein, bien entendu. C'est parti. Et je suis plutôt un opposant du principe même du référendum, et je suis très critique en tout cas du référendum, et je ne pense pas que c'est une bonne chose pour la démocratie. Ah, pourquoi? Vous allez nous expliquer, parce que c'est vrai que... Déjà, historiquement, rappelons quand même le référendum, on appelait ça le plébiscite, mais c'était Napoléon III qui utilisait beaucoup ça pour se débarrasser des corps intermédiaires et pour avoir une vision, un rapport très autoritaire, très solitaire à l'exercice de démocratie directe. Moi, je dirais autoritaire. Et le
Alors, les corps intermédiaires dont il parle, finalement, ce sont les gauchistes qui ont les manettes dans plein de petites administrations, etc., etc., ou dans les médias. Regardez, par son pouvoir médiatique à lui, il diffuse des idées qui peuvent avoir une suite politique, malheureusement. Donc en fait, il ne veut pas que le peuple s'exprime directement, parce que sinon, le rôle de plein de gens comme lui, eh bien, il devient très secondaire, voire inutile, et ça, c'est pas possible pour lui. Le général de Gaulle aimait beaucoup le référendum aussi. Je ne dis pas que le général de Gaulle est un dictateur, attention, hein, surtout pas. Mais il avait aussi comme une vision assez autoritaire du pouvoir. Et le référendum était une manière pour lui d'asseoir cette dimension autoritaire du pouvoir. Alors, j'ai déjà fait cette démonstration sur Radio Courtoisie, parce que j'en profite pour vous le dire. J'ai rejoint la matinale de Ligne Droite sur Radio Courtoisie. Tous les jeudis matins, autour de 8h, vous aurez le droit à une chronique hebdomadaire de ma part. Et cette semaine, bon, j'ai commencé très fort. J'ai infligé du Mathieu Slama aux auditeurs de Radio Courtoisie. Je vous invite à aller écouter la chronique et puis à faire un retour, parce que je suis curieux d'ailleurs de savoir ce que vous avez pensé de cette première. C'est un exercice un peu particulier, c'est très court, j'ai un texte que j'écris, contrairement à cette vidéo que je suis en train de tourner. Bref, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et vous voyez, les amis de Radio Courtoisie qui ont titré « Le pire gauchiste de la semaine ». Et oui, il y avait un peu de spoil quand même, il y avait un peu de spoil. Mais là, quand il nous dit « Le référendum, c'est autoritaire », mais de quoi il nous parle ? En quoi un dirigeant qui suit le mandat confié par le peuple via le référendum, en quoi un dirigeant qui applique la volonté du peuple énoncée directement peut être considéré comme autoritaire ? Ça n'a strictement aucun sens. Par contre, ce qui est autoritaire, c'est bien entendu de produire une politique qu'on sait sciemment opposée à ce que souhaite le peuple. Par exemple, sur l'immigration. Mathieu Slama, il sait bien que les Français sont totalement en opposition avec sa vision de l'immigration. Et pour autant, il continue à vouloir imposer son agenda à lui, en contradiction avec le peuple. Est-ce que c'est pas ça la dérive autoritaire ? Finalement, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit dans ce tweet. Il comprend quand même que les Français sont pas d'accord avec lui. Il nous dit « Je suis contre l'usage du référendum. C'est une arme populiste que le RN veut utiliser pour faire reculer les droits des étrangers. » Donc il est quand même conscient de ce qui se passe. Il sait qu'il est en minorité, mais il s'en fout. Il veut imposer sa loi à lui et la loi de toute la minorité de gauche à la majorité. C'est totalement tyrannique, totalement autoritaire, mais il s'en fout. C'est un gauchiste. Il est du bon côté du manche. Bravo à Mathieu Slama pour cette performance et ce retour au sommet. Franchement, c'était un classement qui était très costaud. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, en description, vous avez le lien vers la communauté Sunrise, vers les partenaires. Merci d'avance et à très vite.